Bonjour tout le monde. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons discuter d'un problème pathologique fréquemment rencontré chez les carnivores domestiques et qui nécessite souvent une prise en charge médicale plus ou moins lourde et importante. Vu la complexité donc du phénomène physiopathologique qui se produit au cours de l'évolution donc de l'insuffisance rénale aiguë. Donc c'est le sujet aujourd'hui de cette vidéo. Donc si on veut définir l'insuffisance rénale aiguë, donc c'est une diminution rapide et brutale en quelques jours de la fonction rénale. Je parle ici particulièrement de la fonction rénale glomérulaire, de la filtration glomérulaire et tubulaire. Donc, en grosso modo, l'insuffisance rénale aiguë, c'est la perte brutale et une évolution dans le temps plus ou moins rapide et plus ou moins de courte durée, donc de la capacité du rein à filtrer le sang et de produire par conséquent de l'urine. C'est pour cette raison, l'insuffisance rénale aiguë est caractérisée essentiellement par la baisse du taux de filtration glomérulaire. Elle est aussi cliniquement caractérisée par une atteinte brutale d'installation rapide. Donc les signes cliniques sont évidents sur l'animal, facilement détectables, et sur le plan physiopathologique, il faut reconnaître que dans la plupart des cas, donc la forme la plus fréquemment rencontrée, c'est la forme oligurique, ou ce qu'on appelle la forme oligo-anurique de l'insuffisance rénale aiguë, malgré qu'il existe une forme peu fréquemment rencontrée sur des cas, cliniquement elle est peu observée, c'est l'insuffisance rénale aiguë, mais au lieu d'être oligurique ou anurique dans ce cas-là, elle est au contraire polyurique, ce qui est un peu contradictoire avec la physiopathologie de l'insuffisance rénale aiguë dans son sens large. En général, la forme la plus fréquemment rencontrée en clinique sur les animaux, c'est la forme oligo-anurique. Un autre volet clinique et physiopathologique de l'insuffisance rénale aiguë, c'est qu'elle est réversible, c'est-à-dire à condition que la prise en charge soit la plus précoce possible, à condition que l'animal ne présente pas des complications secondaires à une évolution plus ou moins lente de l'insuffisance rénale aiguë. Donc, si on arrive à la soigner correctement et intervenir correctement dans des délais corrects, l'insuffisance rénale aiguë est réversible, c'est-à-dire que le rein peut retrouver facilement donc ses fonctions donc biologiques normales, ou ce qu'on appelle un retour à la normale. Une insuffisance rénale aiguë, par contre, mal pris en charge, donc peut évoluer dans le temps vers la mort de l'animal par des complications métaboliques et hémodynamiques graves, ou elle peut évoluer également vers une insuffisance rénale chronique avec ce qu'on appelle les complications particulières. Donc, il faut noter qu'une insuffisance rénale aiguë est un état donc d'alerte au niveau rénal, est un état ce qu'on appelle de détresse au niveau du rein sur le plan fonctionnel, ce qui conduit à l'installation plus ou moins rapide de troubles métaboliques et de troubles hémodynamiques. Si on va parler sur le plan étiologique, donc on peut répartir l'insuffisance rénale aiguë sur 3 volets. Donc l'insuffisance rénale aiguë pré-rénale, rénale ou post-rénale. Et cela est lié étroitement à l'étiologie inductrice. Dans la première forme, ou ce qu'on appelle l'insuffisance rénale aiguë pré-rénale, c'est-à-dire que le phénomène pathologique a induit un dysfonctionnement donc du rein, mais ce phénomène-là ne provient pas du rein en premier lieu. Il provient donc d'un système donc pré-rénal, avant le rein. Par exemple, tout ce qui peut perturber ce qu'on appelle l'hémodynamique sanguine ou l'homéostasie du sang. En général, donc une hypovolémie grave, par exemple des déshydratations, un état de choc, une hémorragie, administration excessive de diurétiques, une hypoprotéinémie, une anémie sévère, une cardiopathie décompensée qui induisent tous une hypovolémie sévère va se répercuter sur la perfusion donc sanguine du rein, va se répercuter plutôt sur donc le volume sanguin fonctionnel qui doit arriver au rein, donc pour que le rein puisse faire
raisonnablement et physiologiquement et d'une façon typiquement optimale une filtration glomérulaire, produire de l'urine et excréter cette urine. La deuxième pathologie aussi, donc qui rentre toujours dans l'insuffisance rénale aiguë prérénale, c'est la diminution du volume sanguin efficace, c'est-à-dire une réduction du débit circulatoire rénal. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène donc qui a induit une baisse brutale donc de la perfusion rénale. Donc l'arrivée du sang avec une certaine pression et une certaine quantité qui doit assurer normalement donc un fonctionnement rénal optimal donc n'est plus donc physiologique, mais par contre il y a un phénomène qui l'a réduit d'une façon importante. Par exemple, donc les phénomènes anesthésie prolongée, l'insuffisance cardiaque congestive, la septicémie qui induit elle-même une vasoplégie avec des lésions de l'endothélium vasculaire, les états de choc décompensés, la chute du débit cardiaque, tout ça va se répercuter sur la pression sanguine centrale et la pression sanguine rénale. Troisième catégorie également, c'est la modification hémodynamique rénale, c'est-à-dire tous les phénomènes qui peuvent provoquer une action directe sur la vascularisation du rein et sur la fonction glomérulaire. Donc là, des deux côtés, donc anormalement le débit sanguin donc qui doit assurer une filtration glomérulaire donc physiologique donc n'est plus, donc il est fortement réduit. Et d'une autre part également, donc la circulation sanguine rénale qui doit assurer la nutrition du rein autant que tissu, autant que parenchyme, donc n'est plus efficace. Donc l'arrivée de l'oxygène et des nutriments pour les cellules rénales ne se fait pas donc d'une façon physiologique et optimale. Donc tout ça va se retentir sur le fonctionnement du rein, sur la filtration glomérulaire et induire par conséquent une insuffisance rénale aiguë, donc pré-rénale. Par exemple, l'adrénaline, donc le stress, l'action du stress prolongé, l'usage excessif des anti-inflammatoires corticoïdes qui peuvent influencer et produire une vasoconstriction rénale anormale, le syndrome hémolytique, donc l'existence d'une hémoglobinurie, donc une modification de la composition du sang avec répercussion sur donc l'hémodynamie rénale, qui perturbe fortement la fonction glomérulaire avec des lésions de l'endothélium vasculaire. Et bien sûr, on connaît un certain syndrome très grave. Donc, c'est la CIVD, la coagulation intravasculaire disséminée, qui, si elle se produit au niveau du rein, au niveau de la vascularisation rénale, elle va induire ce qu'on appelle des lésions nécrotiques au niveau des reins, donc, et une perturbation grave de la fonction rénale. On va passer par la suite à une deuxième catégorie d'étiologie, c'est l'insuffisance rénale aiguë rénale. Donc dans cette catégorie-là, donc la pathologie provient essentiellement du rein, c'est-à-dire en premier lieu c'est le rein qui est touché autant que tissu, par l'action de plusieurs phénomènes, par exemple l'action des toxiques, usage excessif d'aminosides, de sulfamides, de la tétracycline, l'amphotéricine B qui ont une action néphrotoxique, les diurétiques osmotiques avec un usage excessif. Autres molécules, par exemple, des molécules qui proviennent soit d'un empoisonnement de l'animal accidentel, par exemple les métaux lourds, l'éthylène-glycol, ou aussi certaines substances métaboliquement actives et qui peuvent être néphrotoxiques, par exemple la myoglobine, l'hémoglobine, les enzymes protéolytiques libérées, par exemple, au cours d'une pancréatite aiguë. On a aussi les infections, donc la leptospirose, les religioses, la babésiose qui peuvent contaminer le rein et provoquer directement des lésions inflammatoires au niveau du rein, ou on peut également rencontrer ça dans les lésions non inflammatoires, inflammatoires non septiques, c'est-à-dire qui sont liées à la libération de toxines et enzymes cellulaires, c'est-à-dire par exemple donc un état de choc qui a évolué avec une acidose grave, suite par exemple à une pancréatite aiguë, et cette pancréatite aiguë se traduit par la libération des enzymes pancréatiques protéolytiques au niveau du sang, et ces enzymes-là vont actionner donc des réactions inflammatoires et des désordres au niveau
du rein. Donc c'est ce qu'on appelle des réactions inflammatoires non septiques. Ou au contraire, une septicémie, un choc septique avec une onde d'autoxémie qui va tout simplement donc atteindre le rein et provoquer des lésions graves au niveau rénal et par conséquent une inflammation du rein et une insuffisance rénale aiguë rénale. On peut parler également dans cette catégorie, donc les maladies à évolution chronique qui conduisent à la formation de complexes immunitaires. Donc par exemple, donc les lésions à médiation immunitaire, les LMI, qui sont secondaires à l'évolution donc d'une leishmaniose, d'une ehrlichiose, d'une péritonite infectieuse féline, d'une FeLV par exemple, ou d'un syndrome lymphoprolifératif, d'accord, chez le chien ou le chat. Les métabolites, par exemple, donc une origine métabolique, donc il y a un phénomène métabolique anormal, par exemple une fuite de calcium anormalement élevée au niveau donc des urines, automatiquement au niveau du rein, ce qui traduit par l'installation d'une calcinose rénale, donc qui est provoquée par exemple par une corticothérapie prolongée, un usage d'anticoagulants prolongé, donc qui peuvent provoquer des dérèglements du métabolisme avec fuite de calcium anormal au niveau donc du rein et cette fuite de calcium anormal donc va irriter ce qu'on appelle le parenchyme rénal et ce qui va provoquer des lésions au niveau des reins. Donc les tumeurs au niveau du rein, donc tout ça généralement donc va provoquer ce qu'on appelle une insuffisance rénale aiguë rénale. Donc sur le plan étiologique. On va parler également de la post-rénale, donc une insuffisance rénale aiguë post-rénale. Ici, le problème est post-rénal, c'est-à-dire tout ce que se situe après le rein, donc le tractus urinaire. Donc, soit le tractus urinaire, donc il présente, il y a une tumeur qui s'installe à ce niveau-là, donc une tumeur vésicale, une tumeur urétrale, donc par exemple le syndrome de Sticker. Donc tous ces phénomènes-là, la présence de lithiase vésicale ou urétrale, donc vont provoquer ce qu'on appelle un syndrome obstructif ou un syndrome restrictif. Tout ce qui peut empêcher l'écoulement donc et l'excrétion de l'urine peut se répercuter par une infection ascendante vers le rein, voire même donc une obstruction de ces voies-là, donc vont empêcher la libération normale de l'urine et une accumulation de cette urine avec des perturbations graves de la fonction rénale. Et par conséquent, il y aura des lésions inflammatoires au niveau du rein et par conséquent une insuffisance rénale aiguë post-rénale. Je vais ouvrir une petite parenthèse à ce niveau-là, juste pour vous expliquer que l'insuffisance rénale aiguë, donc on l'a expliqué un petit peu sur le plan définition, mais il faut comprendre que dans la plupart des cas, donc il y a ce qu'on appelle un phénomène inflammatoire. Elle est dominée par l'installation d'un phénomène inflammatoire au niveau du rein, quelle que soit l'étiologie, pré-rénale, post-rénale ou rénale, et en second lieu également, donc elle peut prendre plusieurs formes anatomopathologiques. Je dis bien plusieurs formes anatomopathologiques. Donc, on connaît tous l'insuffisance rénale aiguë, par exemple, qui se traduit anatomopathologiquement par une néphropathie interstitielle. Donc, il y a ce qu'on appelle les infections au niveau du rein qui vont se traduire par une pyurie, donc la présence de pus au niveau de l'urine, donc au niveau du rein, l'installation donc d'abcès donc du rein, donc une glomérulonéphrite, donc en général sur le plan anatomopathologique, donc l'insuffisance rénale aiguë va prendre plusieurs formes. La plus dominante, c'est la néphropathie ou la néphrite interstitielle. Je vais passer maintenant à expliquer sur le plan physiopathologique, c'est-à-dire donc cette partie-là donc va s'intéresser essentiellement aux phénomènes qui se produisent au niveau du rein lui-même. Donc quelle que soit l'étiologie qu'il a induit, donc il y a des phénomènes physiopathologiques qui vont donner ce qu'on appelle l'aspect clinique de la néphrite, si on peut dire, ou de l'insuffisance rénale aiguë dans son sens général. Il faut comprendre que lorsqu'il y a le phénomène de cette insuffisance rénale aiguë, donc elle est provoquée par l'installation de phénomènes physiopathologiques. Ce qui est très dominant et ce qui est très ce qui est très particulier, c'est que l'insuffisance rénale aiguë, elle est provoquée par
donc l'installation de trois grands phénomènes physiopathologiques. Le premier, c'est une vasoconstriction rénale qui est rapide, brutale et plus ou moins permanente et qui est provoquée bien sûr par les médiateurs du stress, l'adrénaline, la noradrénaline, donc l'angiotensine qui est un puissant vasoconstricteur. Donc ces hormones du stress et la vasopressine vont déclencher au niveau du rein une vasoconstriction. Cette vasoconstriction rénale et glomérulaire, elle va provoquer ce qu'on appelle deux phénomènes donc secondaires. La première, c'est la réduction grave du taux de filtration glomérulaire, donc la réduction du débit rénal, donc le débit sanguin rénal fonctionnel, et deuxième des choses, donc la réduction donc de la circulation nourricière du rein. Donc il y aura une ischémie au niveau du tissu rénal, donc souffrance du parenchyme rénal, et deuxièmement, une réduction grave du débit circulatoire rénal, donc au niveau glomérulaire. Ce qui fait que le taux de filtration glomérulaire va se trouver à des niveaux très bas, donc il y a peu ou pas de production donc de l'urine, donc à l'échelle glomérulaire et tubulaire. Donc tous les phénomènes de la perm-sélectivité donc qui visent à réabsorber des molécules et à excréter des molécules sous forme de déchets et ainsi de suite va se retrouver bloqué soudainement. Ça, c'est le premier phénomène. Le deuxième phénomène qui va succéder à ce premier phénomène, c'est qu'est-ce qui va se provoquer? C'est surtout au niveau ce qu'on appelle des cellules tubulaires, des tubules rénaux qui vont souffrir. Donc le tissu tubulaire rénal, donc il est très fragile, donc il va souffrir de cette ischémie. Et par conséquent, les cellules tubulaires rénales qui doivent fonctionner naturellement par l'intermédiaire des pompes sodium-potassium et les pores qui assurent ce qu'on appelle les différentes filtration de l'urine primaire, donc vont se retrouver donc dans une situation de détresse. Donc il y aura mortification des tissus, mortification des cellules, donc une dégénérescence, voire même nécrose de ces cellules-là. Donc, et l'installation des lésions dans la paroi, ce qu'on appelle donc de ces tubules. Ces lésions de la paroi de ces tubules vont permettre à l'urine qui s'est déjà formée dans ces tubules-là, de ce liquide de l'urine primaire, à s'infiltrer d'une façon anormalement pathologique au niveau du tissu interstitiel. Et par conséquent, on aura ce qu'on appelle le phénomène de l'œdème rénal. Donc la présence de ce liquide donc va se retrouver anormalement donc dans le tissu interstitiel. C'est ce qu'on appelle le phénomène de la fuite de retour. Par la suite, ce phénomène de fuite de retour, l'installation de cette souffrance cellulaire, l'installation de cette souffrance tissulaire, l'installation de cette ischémie va provoquer ce qu'on appelle une nécrose au niveau des cellules tubulaires, donc des cellules qui vont subir ce qu'on appelle une cytolyse, elles vont se dégrader et libérer leurs propres enzymes au niveau de ce tissu, de ce parenchyme rénal. Tout ça va se compliquer par un autre phénomène qui va faire appel ce qu'on appelle aux cellules inflammatoires, donc les neutrophiles, les macrophages du système immunitaire qui vont libérer leurs amines vasoactifs. L'histamine, la sérotonine, donc l'héparine, donc vont se libérer. La synthèse de la prostaglandine, les médiateurs de l'inflammation vont inverser la balance, c'est-à-dire d'une vasoconstriction primaire va s'installer une vasodilatation au niveau du rein. Et cette vasodilatation ne corrigera jamais le problème parce que c'est une vasodilatation pathologique, ce qui va permettre une exudation plasmatique au niveau du tissu parenchyme rénal et de l'espace interstitiel, ce qui va aggraver l'œdème rénal. Et le rein ne va pas retrouver ce qu'on appelle son fonctionnement normal. Un système qui va intervenir mais qui va aggraver la situation. Donc la détresse qui se trouve au niveau du rein et la détresse et le déséquilibre donc de pression sanguine qui existe entre la circulation rénale et la circulation sanguine générale et une sorte de retention hydrosodée au niveau du corps va favoriser ce qu'on appelle donc l'installation du système rénine-angiotensine-aldostérone. Ce système rénine-angiotensine-aldostérone va intervenir afin de corriger le problème, mais au lieu de le corriger, il va l'entretenir et l'aggraver. Donc l'angiotensine qui est une puissante hormone vasoconstrictrice au niveau du rein, elle va aggraver ce qu'on appelle la réduction du taux de filtration glomérulaire au niveau ce qu'on appelle des glomérules du rein, donc réduction du débit sanguin rénal, elle va l'entretenir. Deuxièmement, l'aldostérone
qui est une hormone qui va intervenir donc afin de ce qu'on appelle rétablir donc les échanges hydrosodés au niveau du rein. Donc elle va aggraver la retention hydrosodée au niveau de l'organisme. C'est pour cette raison que ce phénomène-là, il va aggraver, donc il va pas débloquer la situation, il va aggraver. Au contraire, donc il va entretenir une hypertension artérielle générale sur le corps et il va entretenir également une sorte d'hypotension au niveau, ce qu'on appelle, et de congestion au niveau du rein. Donc, généralement, je viens de résumer ainsi ce qu'on appelle les deux premiers phénomènes qui interviennent au niveau d'une insuffisance rénale aiguë. Il ne faut pas oublier qu'il y a intervention d'un troisième phénomène qui vient donc conclure ce qu'on appelle la situation. Le troisième phénomène, donc on a parlé d'une vasoconstriction, puis d'une lésion tubulaire et cellulaire avec installation d'une réaction inflammatoire et aggravation de l'œdème rénal et une vasodilatation secondaire, et puis donc l'installation du système rénine-angiotensine qui va entretenir ce qu'on appelle l'hypovolumie rénale avec ce qu'on appelle une hypertension artérielle à l'échelle donc de la circulation sanguine générale, un déséquilibre de pression sanguine grave et très négatif pour le fonctionnement du rein. Et un troisième phénomène va s'ajouter. On a parlé qu'il y a des lésions cellulaires et tissulaires au niveau des tubules rénaux, des tubules du rein. Ces cellules-là vont donc vont perdre leur capacité, elles vont mourir. Donc il y aura ce qu'on appelle une desquamation cellulaire et des débris tissulaires qui vont s'accumuler dans les tubules et qui vont les obstruer. Donc tout ça va empêcher l'écoulement de l'urine donc et va entretenir la fuite de l'urine primaire au niveau du tissu interstitiel et qui va créer ce qu'on appelle donc un blocage au niveau donc des tubules rénaux, ce qui va aggraver la situation donc et va former ce qu'on appelle des cylindres au niveau du rein et ça va bloquer complètement donc l'écoulement donc de l'urine, ce qui va provoquer, tout ça va provoquer comme conséquence un syndrome d'oligo-anurie au niveau donc du rein. Et par contre donc chez l'animal, donc on va pas pouvoir voir une production d'urine raisonnable et physiologique. Donc je vais ouvrir une parenthèse. Donc si vous vous souvenez que au début de cette vidéo j'ai cité qu'il existe donc une insuffisance rénale aiguë polyurique qui est un petit peu bizarre, qui ne correspond pas du tout à ce que je viens d'expliquer sur le plan physiopathologique, mais qui est une forme un peu rare, mais elle peut exister. Donc il faut faire attention. Je vais essayer de la simplifier et de comprendre un petit peu son phénomène pathologique. C'est-à-dire, donc pour l'insuffisance rénale polyurique, là, il y a tout ce qu'on appelle toute la symptomatologie d'une insuffisance rénale aiguë, il y a tout le phénomène physiopathologique qui s'est produit et que je viens d'expliquer au niveau du rein, mais au contraire, au lieu qu'il y ait un blocage donc de l'écoulement de l'urine, au contraire, là, il y a un excès de production d'urine. Donc, c'est une forme d'insuffisance rénale aiguë moins fréquente et généralement moins grave. Donc sur le plan gravité, elle est moins grave que par rapport à l'insuffisance rénale aiguë oligurique. De point de vue physiopathologique, il y a diminution de la filtration glomérulaire, donc il y a toujours une baisse du taux de filtration glomérulaire, mais sans que les lésions glomérulaires et tubulaires qu'on a déjà expliqué tout à l'heure, ne soit suffisamment importante et grave pour provoquer une oligurie. Donc c'est très simple, c'est une insuffisance rénale aiguë, avec baisse du taux de filtration glomérulaire, comme on l'a expliqué déjà. Il y a tous les phénomènes physiopathologiques qu'on vient d'expliquer tout à l'heure, mais ils sont de moindre gravité, c'est-à-dire ils ne sont pas assez importants et assez puissants pour provoquer un blocage donc rénal. C'est pour cette raison, c'est comme si dans cette situation-là, le rein qui est malade donc arrive à filtrer l'urine, mais pas d'une façon très efficace, au point qu'il perd un petit peu le contrôle et il y aurait ce qu'on appelle une insuffisance de traitement, une insuffisance de filtration glomérulaire et par conséquent, il y a une fuite urinaire.
Donc sur le plan symptomatologique, elle n'est pas assez évocatrice, elle n'est pas assez grave, et sur le plan physiopathologique, elle n'est pas assez, donc, de gravité assez importante. Et souvent, d'ailleurs, cette insuffisance rénale aiguë polyurique, elle est souvent observée également. Donc soit elle est observée seule, soit elle fait suite à l'évolution d'une insuffisance rénale aiguë oligurique, c'est-à-dire si l'animal, des fois, l'animal qui a présenté une insuffisance rénale aiguë oligurique, suite à la guérison, c'est souvent un signe de guérison, il va manifester une polyurie secondaire. Et ça, c'est souvent une guérison, donc qui est considérée comme une évolution favorable d'une insuffisance rénale aiguë oligurique. Je vais passer à la présentation clinique. Pour la présentation clinique, donc on va parler des symptômes. Donc on l'a expliqué sur le plan physiopathologique. Donc sur le plan les symptômes, le tableau clinique est composé de symptômes cliniques liés à la pathologie primaire. Donc il ne faut pas oublier. Donc on a appris une chose, donc toujours les symptômes sont souvent ceux de la pathologie évocatrice, c'est-à-dire celle qui a provoqué ce qu'on appelle l'insuffisance rénale aiguë. Donc on a la symptomatologie primaire de l'étiologie primaire et puis on a les symptômes caractéristiques de l'insuffisance rénale aiguë. Donc je vais détailler essentiellement l'insuffisance rénale aiguë oligurique qui est la forme la plus fréquente. Donc l'animal tombe brutalement malade, il présente une anorexie brutale, une dysorexie, des vomissements aigus périphériques qui sont dus tout simplement à la douleur au niveau lombaire, donc qui l'empêche d'être très à l'aise, une douleur abdominale radiée, ce qui peut provoquer ce qu'on appelle des vomissements. Et des vomissements aussi qui sont considérés comme des vomissements d'origine centrale parce qu'il y a une augmentation de certains déchets métaboliques qui vont stimuler indirectement donc la zone donc vestibulo-cérébelleuse et qui va envoyer un message directement elle-même à la zone corticale et puis la zone ce qu'on appelle bulbaire et qui va provoquer ce qu'on appelle les vomissements. Donc les vomissements ici sont non seulement d'origine périphérique et d'origine centrale. Donc l'animal présente également une léthargie, il présente une prostration, l'animal est anxieux, il refuse de se déplacer ou de faire des mouvements. Et surtout, on va trouver une difficulté de mouvement, surtout étalée au niveau des membres postérieurs et de la région postérieure avec une rigidité abdominale et une rigidité lombaire. L'animal peut manifester également une douleur à la palpation abdominale et à la palpation de la zone rénale. La soif, elle est intense parce que là, il y a sécrétion de la vasopressine, donc qui est considérée non seulement comme étant une hormone de stress, mais elle est aussi sécrétée en réponse à une déshydratation intracellulaire qui s'installe chez l'animal. Et cette déshydratation s'est installée suite à des perturbations hémodynamiques. J'ai bien expliqué qu'il y a un déséquilibre de pression sanguine entre le rein et entre la circulation générale. Malgré qu'il y a une hypertension artérielle, ça ne veut pas dire que l'animal ne se déshydrate pas. N'oubliez pas que la composition du sang va changer parce qu'il y a une accumulation d'acide, il y a une accumulation de potassium, il y a une accumulation également donc d'urée et de créatinine. Tous ces phénomènes, tous ces métabolites vont augmenter l'osmolarité du sang au point que l'eau va être attirée du milieu cellulaire vers le milieu vasculaire. 1, ça va aggraver l'hypertension artérielle. 2, ça va provoquer une déshydratation intracellulaire. Et en réponse à cette déshydratation intracellulaire, avec stimulation donc des récepteurs périphériques, donc ça va engager un cercle vicieux, donc une stimulation de la soif. Et cette stimulation de la soif provoquée par la sécrétion de la vasopressine va engager ce qu'on appelle un phénomène de soif intense chez l'animal. La déshydratation, comme je l'ai décrite, donc elle s'installe essentiellement donc sur le plan cellulaire. Donc elle est également elle peut évoluer avec le temps vers une déshydratation globale. Essentiellement donc on rencontre également l'oligurie. Donc je viens de l'expliquer sur le plan physiopathologique. Donc il y a une baisse du taux de filtration glomérulaire d'une façon très importante, ce qui induit une sous-production d'urine. Donc l'urine, elle est très peu produite ou pas du tout produite dans les cas graves.
Donc je vais passer toujours à d'autres symptômes qu'on peut rencontrer chez l'animal. Donc on a parlé également donc sur le plan clinique d'une raideur. On peut assister également à une raideur musculaire, c'est-à-dire que l'animal peut présenter également des troubles de contraction musculaire, des troubles de contraction cardiaque, voire même une bradycardie. Et tout est lié également à l'installation d'une hyperkaliémie. Il ne faut pas oublier ça, et qui tend à aggraver la situation clinique de l'animal. On peut même assister à des troubles neurologiques de type crise d'épilepsie, tremblement intentionnel, fasciculation musculaire, des troubles de l'équilibre, voire même des ataxies dans les cas graves, parce que l'animal, tout simplement, il y a une hyperconcentration en urée et créatinine, ce qui peut perturber ce qu'on appelle les centres cérébraux, et d'une autre part aussi l'hypertension artérielle peut induire ce qu'on appelle une hypertension intracrânienne, une pression sur les centres nerveux, ce qui conduit l'animal à présenter des troubles neurologiques. On peut assister également à un changement de l'odeur de la laine qui devient fétide et voire urémique, parce que l'urée est en partie éliminée au niveau salivaire, et d'une autre part également on peut même assister à des lésions au niveau lingual et au niveau une stomatite nécrotique, parce que tout simplement l'urée est une substance corrosive au niveau des muqueuses et l'animal peut présenter une nécrose du bout de la langue. Donc il faut s'attendre à ce genre de symptômes. Si je passe maintenant sur le plan diagnostic, qu'est-ce qu'on peut dire sur le plan diagnostic? Donc face à un chien ou un chat qui présente une insuffisance rénale aiguë, que peut-on faire? Que peut-on faire dans des conditions pareilles? Donc, ce qui est très important, c'est numéro 1, le diagnostic différentiel. Donc, le diagnostic différentiel ici, c'est tout simplement essayer de reconnaître est-ce que c'est une insuffisance rénale aiguë prérénale, rénale ou rénale, en fonction de l'étiologie primaire. Pour le diagnostic, il se base sur la clinique. Avant tout, l'historique de l'animal, les conditions dans lesquelles l'animal a présenté les symptômes qu'on a déjà décrits, et est-ce que c'est des symptômes essentiellement liés à une insuffisance rénale aiguë ou c'est des symptômes qui sont liés à une autre pathologie. Je vous ai dit qu'il y a toujours les symptômes primaires de l'étiologie inductrice et puis les symptômes caractéristiques de l'insuffisance rénale aiguë. Par la suite, il est impératif, obligatoire de passer au laboratoire. Donc, ce qu'on appelle une investigation supplémentaire qui va nous aider à comprendre au mieux. À répondre à la question suivante, est-ce qu'il y a vraiment une insuffisance rénale aiguë? Deuxièmement, quels sont les changements métaboliques qui se sont installés au niveau sanguin? 3, quelles sont les modifications sur le plan composition sanguine suite à cette insuffisance rénale aiguë? Donc, pour répondre à toutes ces questions, il est très important de faire ce qu'on appelle un bilan sanguin total. Ce bilan sanguin sera composé d'un dosage sanguin, d'un hémogramme complet, d'une chimie du sang, une biochimie du sang au complet, d'un ionogramme. Il est très important pour détecter les changements des électrolytes qui se sont produits au niveau sanguin suite au blocage au niveau rénal, et en troisième lieu, des examens complémentaires qui vont nous servir à établir ce qu'on appelle un rapport entre les modifications sanguines et à l'échelle urinaire. C'est pour cette raison, les premières des choses, on va chercher une augmentation considérable de l'urée sanguine, une augmentation considérable de la créatinine, au niveau du sang. Les deux premiers métabolites déchets qui vont augmenter au niveau du sang. Il ne faut pas oublier aussi que l'ionogramme est important parce qu'on va détecter dans la plupart des cas une hyperkaliémie, une hyponatrémie, une acidose métabolique et une hypochlorémie avec ce qu'on appelle une hypocalcémie. Donc, les modifications de ces métabolites vont influencer l'activité cardiaque et l'activité cérébrale. Troisième des choses, n'oubliez pas aussi de compléter ça avec une biochimie de l'urine. Pourquoi? Ça va nous permettre de faire un rapport, c'est-à-dire doser l'urée et la créatinine au niveau de l'urine, doser le pH urinaire parce que dans la plupart des cas, il sera modifié
dans la majeure partie des cas. On peut également détecter la présence de protéines au niveau des urines, ce qui signifie qu'il y a des lésions glomérulaires plus ou moins graves qui se sont installées. On peut également remarquer la présence de globules blancs au niveau de l'urine, ce qui signifie l'existence d'un problème inflammatoire probablement d'origine septique au niveau donc du rein, de l'appareil urinaire. Également, voire même donc un examen cytobactériologique qui va détecter la présence d'infections bactériennes, des examens aussi de frottis au niveau urinaire et de la spectrophotométrie qui va détecter également la présence de cristaux, surtout si on suspecte que cette insuffisance rénale aiguë est liée au post-rénal et surtout l'existence donc de lithiase. En grosso modo, tout sera complété avec une hématologie qui va nous donner une idée sur les globules rouges, l'hématocrite, le taux de l'hémoglobine, par exemple, donc le taux des globules blancs qui peuvent signifier également la présence d'un phénomène inflammatoire infectieux important, donc une leucocytose, une anémie hémolytique ou une eutrophilie qui peuvent nous orienter à suspecter telle ou telle étiologie primaire. C'est pour cette raison que le bilan sanguin est un bilan obligatoire et il va nous servir surtout au cours du traitement. Le traitement d'une insuffisance rénale aiguë se base essentiellement sur l'ionogramme, l'hémogramme, donc c'est une base pour commencer une thérapie donc adéquate, parce que le fait de se tromper sur des dosages ou d'intervenir à l'aveuglette en essayant de corriger donc le déséquilibre acido-basique et hydroélectrolytique sans passer par un ionogramme donc est trop risqué pour l'animal. Alors, je vais expliquer maintenant au traitement. Donc, le traitement d'une insuffisance rénale aiguë, donc c'est un traitement spécifique qui vise à traiter l'étiologie primaire lorsqu'elle est connue et un traitement spécifique également de l'insuffisance rénale aiguë. C'est-à-dire, donc là, on va essayer avec un traitement donc de rétablir la fonction rénale parce que l'objectif, c'est de rendre le rein fonctionnel tel qu'il était auparavant, c'est-à-dire filtration glomérulaire optimale, taux de filtration glomérulaire optimale et bien sûr donc une libération de l'urine d'une façon optimale. Mais pour arriver à ça, il faut passer par plusieurs étapes, c'est-à-dire on est obligé avant de rétablir donc la fonction rénale, on est obligé avant tout de gérer l'état général de l'animal, de stabiliser l'état général de l'animal, de lutter contre les modifications hémodynamiques qui se sont installées au niveau de la circulation sanguine générale, de modifier et de corriger les troubles hydroélectrolytiques qui se sont déjà installés et de stopper leur aggravation et leur évolution. Donc c'est-à-dire en premier lieu, c'est-à-dire l'objectif, c'est si les modifications à l'échelle hémodynamique et métabolique se sont installées, on va un petit peu arrêter leur progression et les corriger afin qu'ils ne s'aggravent pas. Sinon, s'ils ne sont pas encore installés, on va faire un traitement pour qu'ils ne s'installent pas. Donc, c'est pour cette raison, dans des conditions pareilles, le traitement d'une insuffisance rénale aiguë va passer par plusieurs étapes pour arriver à l'objectif de réduire ce qu'on appelle les lésions rénales et de permettre au rein de refonctionner naturellement. J'ouvre une parenthèse avant d'expliquer cette partie-là. Je reviens à ce qu'on appelle l'examen clinique. Il y a beaucoup de collègues que des fois, ils me consultent à propos de certains cas et puis ils disent souvent j'ai palpé la région lombaire et j'ai pas trouvé des reins hypertrophiés. Alors ma réponse, il faut faire très attention que ça veut pas dire qu'il y a une insuffisance rénale aiguë, qu'il y a toujours une hypertrophie des reins. Il faut faire attention que parfois les lésions rénales sont très graves, mais il n'y a pas une hypertrophie rénale considérable et facilement détectable cliniquement. C'est pour cette raison les reins peuvent être d'une taille normale et présenter des lésions graves, comme ils peuvent
être très gonflé et présenter également des lésions graves. C'est pour cette raison que l'examen complémentaire de choix, il est intéressant à réaliser, c'est bien une échographie abdominale. Ça va vous permettre de mieux caractériser le tissu rénal et voir ce qu'on appelle son échogénicité ainsi que de mesurer son volume. Donc je vous conseille vivement de passer à l'échographie. Donc bien sûr si la situation et les conditions de l'animal vont le permettre, c'est-à-dire la manipulation n'est pas très douloureuse pour l'animal, il est très intéressant de passer par cet examen-là. Ça va vous donner une idée directe sur ce qui se passe au niveau du rein sur le plan modification, donc à l'image échographique. Donc une hypoéchogénicité anormale, donc une modification très nette. Des fois, souvent, on n'arrive pas à distinguer entre la corticale et la médulaire, ce qui signifie qu'il y a vraiment donc une congestion rénale et des œdèmes au niveau du rein. Des fois, on peut détecter des abcès du rein, des lithiases ou même des kystes au niveau du rein. Donc c'est très intéressant de passer par l'examen échographique. Et j'ouvre également une autre parenthèse, il faut savoir que durant l'évolution de ce phénomène physiopathologique que je viens déjà d'expliquer, c'est aussi qu'il faut reconnaître que dans le rein, il y a deux parties bien distinctes. Donc il y a la partie corticale et la médulaire. Il faut savoir que la corticale, elle est très riche en vaisseaux sanguins par rapport à la médulaire. Et au cours de l'évolution donc d'une insuffisance rénale aiguë, donc surtout l'évolution de la vasoconstriction et l'ischémie et tout, donc la zone médulaire va souffrir encore plus que la région corticale. Pour la simple raison que la région médulaire, elle est pauvre en vaisseaux sanguins, donc le peu de vaisseaux sanguins qu'elle contient, ils subissent toutes les modifications graves qui s'installent au niveau de cette zone-là suite à l'influence des facteurs qu'on vient déjà d'expliquer, donc elle va souffrir davantage que la zone corticale qui a une tendance à supporter un peu plus donc le phénomène, mais généralement donc voilà, il y a une petite différence sur le plan de degré de résistance entre les deux zones. Donc, de toute façon, ça n'empêche pas que le rein, dans toutes ces conditions-là, va souffrir de ces lésions-là et il va présenter ce qu'on appelle un dysfonctionnement aigu. Donc, je reviens vers le traitement. Donc, en premier lieu, il ne faut pas oublier qu'un animal en détresse dans des conditions pareilles, il est très important de gérer deux choses. Gérer la douleur et gérer ce qu'on appelle donc la circulation sanguine et l'état, ce qu'on appelle d'hydratation cellulaire. Donc c'est pour cette raison la fluidothérapie est un geste très important à réaliser en premier lieu. Bien sûr, c'est un geste important mais dangereux, c'est-à-dire qui nécessite une précaution. C'est pour cette raison la fluidothérapie, elle va être, donc vous allez me dire comment on va faire une fluidothérapie alors que vous venez de dire qu'il y a ce qu'on appelle une perturbation de l'hémodynamie avec une hypertension artérielle. Donc, il ne faut pas oublier que dans ce cas-là, il y a une déshydratation cellulaire. C'est pour cette raison, si on ne rétablit pas les échanges entre les cellules et le sang d'une façon optimale, on n'arrivera jamais à régler le problème donc à sa base. C'est pour cette raison, donc il faut faire ce qu'on appelle une perfusion intraveineuse. On utilisera également les solutés isotoniques salés et glucosés, donc une réhydratation classique, mais cette réhydratation va se faire à long terme, c'est-à-dire c'est une réhydratation continue et elle est lente, donc le débit doit être lent et prolongé. C'est pour cette raison que l'hydratation doit se faire généralement en 4 à 5 ml par kilogramme par minute, c'est-à-dire étalée donc en 6 heures jusqu'à 12 heures. C'est pour permettre une réhydratation lente et progressive pour ne pas aggraver l'hypertension artérielle. De toute façon, il faut commencer doucement, aller d'une façon, j'ai bien dit, une perfusion lente et progressive, donc afin de ne pas aggraver l'hypertension artérielle et de permettre aux cellules d'accepter et de faire les échanges progressivement. Deuxième des choses, il faut surveiller la diurèse, c'est-à-dire il faut surveiller s'il y a donc du pipi tout simplement au niveau de la vessie et que l'animal urine. C'est pour cette raison la mise en place d'une sonde urinaire vésicale est très importante afin d'observer la quantité d'urine qui est produite, qui doit être généralement supérieure à 1 ml par kilogramme par heure. Donc, pour le traitement,
On a parlé donc de la fluidothérapie. Donc, elle doit être associée également à ce qu'on appelle au traitement donc du déséquilibre électrolytique. Alors là, j'ouvre une parenthèse et je donne un conseil. Si vous ne disposez pas donc de ce qu'on appelle de d'ionogramme, on va pas faire ça à l'aveuglette. C'est-à-dire, faut pas s'amuser à injecter du potassium, injecter du bicarbonate parce qu'il y a une acidose, injecter du calcium, donc à tort et à travers. Il faut que vous ayez les valeurs donc de ces électrolytes chez donc qui sont perturbés chez votre patient. Donc sinon, on ne pourra jamais réduire ce qu'on appelle ce déséquilibre électrolytique. Au contraire, on peut aggraver la situation clinique de l'animal. Donc ça, c'est d'une part. Par exemple, si l'hyperkaliémie donc s'installe d'une façon très importante, avec une kaliémie supérieure à 7,4 milli-équivalents par litre, donc associée bien sûr à une acidose métabolique. Dans ce cas-là, donc on va injecter du soluté bicarbonate de sodium de 5% et elle est associée également donc à du dextrose à 50% qui est un soluté polysaccharidique qui va viser à baisser donc la kaliémie. On peut ajouter aussi du gluconate de calcium donc pour lutter contre l'hypocalcémie et également donc il va permettre de réduire l'hyperkaliémie. Mais dans toutes ces situations-là, on ne peut les réaliser que si on dispose d'un ionogramme. D'accord? Il faut savoir aussi une chose très importante, que même si vous arrivez à restaurer un équilibre électrolytique, donc par l'intermédiaire de ces traitements-là, il sera que provisoire. C'est-à-dire, il faut s'attendre qu'après un certain moment, les valeurs redeviennent telles quelles. Donc les valeurs pathologiques de ces électrolytes redeviennent telles qu'elles sont, telles qu'elles étaient avant le traitement. C'est pour cette raison, donc c'est très délicat de s'engager à régler le déséquilibre électrolytique, donc sans qu'on dispose d'un ionogramme et sans faire les calculs nécessaires donc afin donc de gérer au mieux ce déséquilibre. Donc dans les situations où vous ne pouvez pas réaliser l'ionogramme, donc il faut se contenter de faire de la réhydratation simplifiée à votre animal. Donc au plus donc réaliser également une réhydratation avec du lactate Ringer. Sinon, du soluté salé glucosé, donc isotonique. Donc, je reviens sur la fluido, elle doit être enivée, donc elle doit être lente et prolongée dans le temps. C'est ce qu'on appelle une fluidothérapie continue et le débit doit être lent et prolongé, donc jusqu'à 4-5 millilitres par kilogramme par minute. Par la suite, donc rétablir la diurèse. Comment peut-on donc rétablir la diurèse? Il ne faut pas faire l'erreur d'injecter directement des diurétiques, c'est-à-dire de se dire tiens, puisque le rein est bloqué, allez, je vais injecter des diurétiques et je vais débloquer. Là, vous allez non seulement aggraver la situation clinique de l'animal et créer des lésions irréversibles au niveau du rein. Donc là, jamais. C'est pour cette raison, donc rétablir la diurèse, donc cette étape thérapeutique est très importante parce que là, elle va compléter la fluidothérapie que vous êtes en train de réaliser. C'est-à-dire, il ne faut pas aussi se contenter de la fluido. C'est-à-dire, vous allez vous dire, tiens, puisque je vais faire de la fluidothérapie, automatiquement, le rein va refonctionner. Absolument pas. Il faut traiter le rein pour qu'il puisse redémarrer à nouveau. Et ce traitement-là va être complémentaire à votre fluidothérapie. C'est pour cette raison, donc, pour rétablir la diurèse et faire fonctionner le rein à nouveau, donc, on va faire ce qu'on appelle on va passer ce qu'on appelle à des protocoles, qui sont les suivants. Je vais essayer de les simplifier afin que vous puissiez bien les comprendre. Alors, donc,
il faut recourir à l'utilisation des protocoles suivants. Donc, je dis bien que l'animal est sous perf. Il est sous une fluidothérapie bien contrôlée. Je passe à la deuxième étape. Donc là, ce qu'on fait, c'est des protocoles plus ou moins en chaîne. C'est-à-dire, si le premier protocole ne fonctionne pas, on passe au deuxième protocole et ainsi de suite. Donc, le protocole numéro 1, c'est d'injecter un diurétique de l'once. Je dis bien, le diurétique est injecté après, tout en maîtrisant la fluidothérapie chez l'animal. Donc, diurétique de l'once, ou ce qu'on appelle le furosémide, tout seul. Donc, 2 à 4 mg par kg en intraveineuse. Si la diurèse ne s'est pas rétablie en espace, donc généralement au bout de 30 minutes à 1 heure à peu près, il faut injecter une dose double. Là, c'est un peu risqué parce que le diurétique de l'once va forcer un petit peu le rein et là on peut risquer de provoquer des lésions irréversibles au niveau du rein. Il y a un autre protocole qui est plus appréciable, moins dangereux, moins dramatique. Donc c'est que on utilise ce qu'on appelle une association de diurétique, donc du furosémide ou ce qu'on appelle un diurétique de l'once, avec de la dopamine. Et la dopamine, elle est connue pour provoquer une vasodilatation au niveau du rein et au niveau du glomérule, ce qui facilitera ce qu'on appelle le redémarrage de la filtration glomérulaire. Donc le furosémide injecté à 4 mg par kg en intraveineuse, associé à la dopamine en perfusion continue, 3 à 5 microgrammes par kg par minute en intraveineuse. Dans le cas où la diurèse ne s'est pas rétablie, donc au bout à peu près d'une heure, 30 minutes à 1 heure, dans le cas, c'est-à-dire où il y a un échec de ces protocoles-là, on peut passer ce qu'on appelle à l'utilisation d'un autre diurétique osmotique très puissant, c'est le mannitol, qui est un sucre complexe, donc à 20-25%, donc à injection de 0,25 g à 0,5 g en intraveineuse stricte, en perfusion de 3 à 5 minutes. Et on insiste, par la suite, on va voir est-ce que ce qu'on appelle la diurèse s'est rétablie ou non. En général, il est recommandé d'associer à des symptômes spasmolytiques. C'est-à-dire, il ne faut pas oublier qu'une fois que vous intervenez, donc vous risquez avec ce protocole-là de provoquer des lésions rénales irréversibles. Deuxièmement, vous risquez également d'aggraver la situation clinique de l'animal parce que c'est un peu brutal pour le rein. Mais généralement, c'est un passage obligatoire parce que dans des conditions pareilles, surtout dans le cas d'une insuffisance rénale aiguë, oligurique, voire même anurique, on est obligé de débloquer le rein. Donc l'objectif principal, c'est de débloquer le rein. On ne peut pas continuer à faire de la fluidothérapie et de se contenter de ça et d'attendre que le rein se débloque toute seule. Donc il faut pratiquer ces protocoles-là avec surveillance optimale des fonctions vitales chez l'animal, arrêt de traitement s'il y a une perturbation grave de genre neurologique ou une chute grave de l'état de l'animal, sa dégradation davantage avec un état de choc grave et comateux. Donc il faut surveiller toujours les paramètres vitaux de l'animal en faisant ces protocoles-là. Et deuxièmement, il ne faut pas oublier que il faut donner également des spasmolytiques qui visent à dilater un petit peu les sphincters, dilater un petit peu ce qu'on appelle les muscles lisses au niveau de l'appareil urinaire, ce qui facilitera l'évacuation de l'urine d'une façon optimale et soulagera l'animal. Et bien sûr, dans le cas où il y a un échec total de tous ces protocoles-là et où on n'arrive pas à rétablir la diurèse, là, on est obligé de passer à l'épuration extra-rénale ou ce qu'on appelle la dialyse péritoniale ou la dialyse en général. Donc, c'est le seul moyen. Voilà, donc voilà généralement ce que je voulais dire pour rétablir la fonction rénale. Gestion de l'inflammation.
Donc, et de la douleur. Bien sûr, j'ai dit bien, il est intéressant d'injecter des spasmolytiques. Par exemple, le spasmoglucinol. Donc, ce qu'on appelle, on peut utiliser aussi le Calmagine. On peut utiliser également du Riabal ou du Spasfon. Donc, ils vont apporter un soulagement, ce qu'on appelle au niveau de l'appareil urinaire. Il faut également la corticothérapie qui est très controversée, c'est-à-dire qu'il y a souvent donc des contre-indications d'injecter des corticoïdes parce que les corticoïdes vont provoquer ce qu'on appelle une retention hydro-sodée. Donc généralement et une sorte de vasoconstriction au niveau rénal. Donc c'est pour cette raison que ici on est un petit peu dans l'embarras. Donc d'un côté il faut gérer l'inflammation du rein. Donc personnellement je suis partisan donc de l'injection des corticoïdes, mais généralement à faible dose. Ça parce que pour ne pas aggraver l'hypertension artérielle générale et ne pas perturber la vascularisation au niveau du rein et pour gérer l'inflammation. Donc, on a recours à la corticothérapie, mais je recommande de l'injecter à dose faible et utiliser bien sûr avec prudence, avec ce qu'on appelle des injections régulières et de toujours surveiller donc l'état général de l'animal et l'état bien sûr de la fonction rénale. Donc, je passe également à la gestion des vomissements. Là, si le vomissement persiste, donc on peut utiliser ce qu'on appelle les antivomitifs, chlorhydrate de cimétidine, on peut utiliser le ranitidine, on peut utiliser également le méthoclopramide afin de réduire ce qu'on appelle donc les symptômes du vomissement. Bien sûr, il faut faire attention, donc il y a aussi certaines situations où l'animal est trop agité. Donc on peut penser par exemple à réduire sa douleur en utilisant de la morphine, en utilisant un petit par exemple de le calmer, en utilisant du Valium, en utilisant de la cépromazine. Il ne faut pas oublier que c'est des produits assez dangereux dans une situation pareille. Donc c'est des neuroleptiques, ils vont avoir une action sur le système nerveux central et que dans une situation pareille, la présence de déchets métaboliques au niveau du sang et une perturbation des centres nerveux donc, suite à l'insuffisance rénale aiguë, peut aggraver la situation clinique de l'animal et l'animal va tomber dans un état comateux secondaire. Donc, l'usage de ces produits-là, c'est réservé à des cas vraiment où on veut vraiment les contrôler sur le plan thérapeutique pour des cas trop agités et donc on doit essentiellement les surveiller. Donc, de toute façon, il faut s'abstenir de passer par les neuroleptiques, les anesthésiques dans des conditions pareilles, par risque donc de provoquer une aggravation de l'état général de l'animal. Donc il faut faire très attention à l'utilisation des neuroleptiques et des neurodépresseurs en général, donc pour des animaux qui présentent essentiellement une insuffisance rénale aiguë. Donc, en dernier lieu, ne pas oublier que l'antibiothérapie a aussi son intérêt, surtout lorsqu'il s'agit d'une infection, d'accord? Donc, les antibiotiques, on s'éloignera essentiellement des antibiotiques néphrotoxiques. Les aminosides, par exemple, figurent parmi les antibiotiques qui ont une certaine toxicité rénale, donc il faut s'abstenir de les utiliser dans des conditions pareilles et avoir recours à des antibiotiques à large spectre qui n'ont pas vraiment une action néphrotoxique particulière. Voilà, donc en grosso modo, donc pour l'insuffisance rénale aiguë, donc j'espère que j'ai fait le tour donc d'une gestion donc de cette pathologie. Je vous cache pas que c'est trop difficile en soins intensifs de bien gérer une situation clinique pareille. Donc, mais j'espère que ce cours-là donc va vous servir au futur pour des cas pareils. Donc, c'était Dr Slimani avec vous. Merci pour votre attention.